Bonjour, rebonjour. Alors, en fin d'après-midi, on va continuer le questionnement, en fait, sur les comparaisons possibles ou les transferts possibles entre immigration dans les communautés anglophones du Québec et immigration dans les communautés francophones hors Québec. Je dirais que, pour ma part, c'est parce que je m'intéresse beaucoup au petit nombre, aux processus marginaux, aux minorités parmi les minorités, et pas aux masses critiques en particulier, que je me suis penchée avec beaucoup d'intérêt sur la question de l'immigration dans les communautés anglophones au Québec. Alors on est effectivement là dans des processus marginaux peu visibles et qui touchent des petits nombres de personnes, mais sur desquels on a beaucoup à apprendre, je pense aussi. Alors le projet dont je vais vous parler, les projets dont je vais vous parler sont menés à la fois par moi-même, par mon équipe de recherche avec Yavorka Sarenak qui est ici, Paulin Mulatrice qui a dû quitter mais qui fait partie des projets aussi. Donc les objectifs de la présentation, c'est vraiment de rendre compte de, en particulier, 2 dernières recherches effectuées auprès des communautés anglophones des régions du Québec. Je précise bien, c'est très important parce que le portrait que vous nous avez donné au début correspond à l'ensemble du Québec et on sait que les communautés anglophones sont très majoritairement à Montréal. Donc je m'intéresse au petit nombre des communautés anglophones qui sont dans les régions du Québec et qui sont dans une situation très différente de la réalité montréalaise. Les travaux qui ont été faits auparavant démontrent qu'elles sont plus pauvres, en moins bonne santé, plus âgées, qu'elles voient partir leurs membres. Donc un peu comme les communautés francophones hors Québec et peut-être de manière encore plus accélérée que les communautés francophones hors Québec. Donc là, on a un point de comparaison, mais surtout, il faut vraiment faire une grande distinction par rapport aux communautés anglophones de Montréal. Mon objectif, c'est de spécifier donc les enjeux relatifs à l'accueil, l'intégration et la rétention des immigrants dans ces communautés, d'abord anglophones des régions du Québec, de mener ensuite une petite analyse comparative avec vous sur les enjeux et spécificités des communautés francophones hors Québec et d'avoir donc ce regard croisé finalement sur les 2 types de CLOSM. Alors moi je parle avec le sigle français, donc ça devient CLOSM, donc les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et je terminerai ma conclusion avec quelques questions éthiques. Je trouve qu'on a très peu parlé d'éthique durant ce congrès et je pense qu'on devrait toujours aborder ces questions-là de manière transversale parce que c'est important, surtout si on parle de politique. Et donc aborder quelques petites questions d'éthique sur l'immigration dans les CLOSM. Donc 2 recherches en appui, celle dont vous a parlé Lorraine à l'instant, qui concernait la place des communautés anglophones dans le capital d'attraction et de rétention des immigrants dans 4 régions du Québec, donc avec un financement de Citoyenneté Immigration Canada et qu'on a travaillé avec Georges Liboy. Et puis la deuxième qui est en train de s'achever, et donc c'est des résultats préliminaires qui portent sur la modélisation des stratégies et pratiques des ONG et associations favorisant l'accueil et la rétention dans les CLOSM de Edmonton d'une part et de Sherbrooke d'autre part, avec là encore un financement Citoyenneté Immigration Canada. Et oui. Monsieur. Mais non, on apprécie de pouvoir continuer à travailler sur ces minorités grâce aussi à ces financements-là. La première recherche, en plus des éléments que vous a donné Lorraine, nous avait amené à produire ce schéma-là. On travaille beaucoup sous forme de modélisation et de schéma parce que je travaille en recherche qualitative, mais justement la modélisation permet d'apporter quelques éléments comment dire, généralisable ou transférable à nos travaux. Alors, ce modèle-là, donc, visait le développement du capital d'attraction et de rétention en région. Et ce que ça signifie, ce modèle-là, c'est qu'en fait, l'immigration dans les communautés anglophones des régions du Québec participe à l'immigration dans les régions du Québec et participe, comme l'a dit monsieur, à la rétention de l'immigration dans les régions du Québec. Alors c'est vraiment dans ce système-là qu'on s'est placé et donc on voit que la communauté anglophone, là le trait rouge, rentre en lien avec le projet des immigrants et tout ça là dans une spirale qui met en lien les différents capitaux qui sont ceux de la région d'une part et ceux des immigrants d'autre part et de chaque communauté aussi. Donc capital physique, politique, économique, etc. Donc ça c'était vraiment ce qui était issu de la première recherche.
Maintenant, on va venir à la deuxième recherche qui concerne les bonnes pratiques des organismes. Et vous aviez hier une affiche qui a été présentée par Yavorka à ce sujet-là. Donc, en fait, il s'agit dans cette recherche-là d'identifier et de modéliser les stratégies et pratiques d'accueil et d'intégration des immigrants, donc mises en œuvre dans ces deux CLOSM en Alberta, donc à Edmonton, d'une part, le CLOSM francophone et le CLOSM anglophone à Sherbrooke. En fait, on veut mieux comprendre l'intérêt de ces pratiques-là pour les communautés locales et pas juste pour les communautés francophones ou anglophones. Puis on pense qu'on pourrait avoir là un nouvel éclairage pour la mise en œuvre de politiques ou de programmes. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de réfléchir sur les enjeux spécifiques et partagés donc entre ces deux types de CLOSM-là. La première revue de littérature qu'on a fait dans le cadre de cette recherche-là nous a permis d'identifier des bonnes pratiques qui l'avaient été dans des recherches avant, autant dans les CLOSM francophones qu'anglophones. Là, on retrouve une liste de bonnes pratiques qui sont communes aux deux types de CLOSM. Donc, l'idée qu'il y ait un guichet unique qui permette la diffusion de l'information, l'importance de l'accueil, de l'accompagnement, du partenariat, la promotion de l'interculturalisme, le réseautage, la promotion du bilinguisme et plus fort du trilinguisme ou du plurilinguisme, ce qui est un élément très fort dans les CLOSM. La question des parrainages, des jumelages, du mentorat qui ressort toujours comme une pratique importante. L'importance qu'il y ait une représentation des membres des communautés culturelles dans les organismes, que ce soit au niveau des employés ou au niveau du conseil d'administration. La spécificité et l'adaptation des activités dédiées aux immigrants, mais aussi à l'ensemble de la population, donc qu'il y ait vraiment des allers-retours entre l'ensemble de la population et les immigrants. La prise en compte des immigrants dans les stratégies de développement de l'organisme et de développement de la région, et toujours donner une visibilité positive aux immigrants dans l'organisation. Finalement, ce qu'on voyait, c'est qu'il était important que les organismes de la communauté s'impliquent aussi dans des activités organisées par les communautés culturelles. Donc ça, c'est un vaste tour d'horizon. Et au travers de la recherche que nous avons menée, on a essayé d'articuler ça de manière un peu plus spécifique. On a travaillé avec 7 organismes à Edmonton, 6 organismes à Sherbrooke, et on a travaillé donc avec des organismes qui parfois sont spécialisés autour de l'immigration, mais parfois ne le sont pas du tout, mais accueillent tout de même des immigrants. On va voir que ça, c'est une des différences majeures entre nos deux types de CLOSM. On a travaillé avec des documents, avec des entrevues avec les responsables et les intervenants, de l'observation participante dans les activités, et j'ai oublié là, mais nous avons rencontré aussi 14 immigrants dans les deux contextes. On a fait des synthèses par organisme et des retours réflexifs dans les communautés avec les organismes. On vient de faire celui de Sherbrooke et celui d'Edmonton va avoir lieu très prochainement, ce qui nous permet donc d'aller plus loin dans nos résultats. Alors, si on regarde donc les contextes et les différences, je pense qu'on en a déjà identifié un certain nombre, mais ce qui est important, c'est qu'en Alberta, les francophones sont clairement identifiés comme une communauté de langue minoritaire, ce qui n'est pas le cas pour les anglophones du Québec. Et on le voit bien avec la définition de Michael concernant les CLOSM. Qu'est-ce qu'un CLOSM ? Ce statut ou non de minorité reconnue a un impact sur les services mis en œuvre pour les immigrants. Bien sûr, au Québec, il y a une politique d'immigration spécifique et la loi 101, avec la place du français, et évidemment ce qui exclut en quelque sorte les communautés anglophones des processus reliés à l'immigration au Québec. Exclut, je dirais, de manière systémique finalement. À Edmonton, il y a des organismes d'accueil et d'intégration des immigrants dans la communauté francophone qui sont financés en partie par les gouvernements fédéral ou provincial. À Sherbrooke, c'est dans les organismes francophones qu'on fait l'accueil et l'intégration des immigrants. Il n'y a pas d'organisme anglophone dédié à cette question. Et les organismes anglophones qui se préoccupent des immigrants le font toujours en les mêlant à leur population anglophone locale traditionnelle. Si bien que dans le cas albertain, la volonté politique d'intégrer des immigrants francophones à la communauté est légitime, et elle ne l'est pas dans le cas québécois, ce qui a bien sûr un impact sur la légitimité et le développement des organismes.
Alors maintenant, il y a un enjeu très particulier qui est celui du partenariat quand on parle de l'immigration dans les CLOSM. Il y a un enjeu de partenariat à différents niveaux. Les partenariats au sein de la communauté minoritaire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du CLOSM lui-même, mais aussi des partenariats entre les communautés minoritaires et majoritaires, donc anglophones et francophones selon les cas. Ensuite, la question du partenariat se décline à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on parle de partenariat entre des organismes, entre des personnes, au sein d'instances de concertation thématique, avec les milieux politiques, etc. Et on va voir que ça fait des différences notables entre nos deux types de CLOSM. Et puis, il y a toute la question de la réciprocité des partenariats et de la proaction. Qui est proactif les uns vis-à-vis des autres, entre communautés majoritaires et minoritaires, par exemple? Alors, je vous ai mis là, à titre d'exemple, une modélisation du partenariat de Sherbrooke, donc pour le CLOSM anglophone. En fait, ce qu'on peut relever, ce qui est en rouge, ce sont les portes d'entrée dans la communauté anglophone pour les immigrants. Donc, ce ne sont pas des organismes d'accueil d'établissement, il n'y en a pas. Ce sont des portes d'entrée formelles pour les Townshippers, qui est un organisme qui donne de l'information à tous les membres de la communauté, mais tout à fait informelles pour Church Hope, qui est une église, mais qui, de ce côté-là aussi, a un impact important, en particulier par rapport à une population qui est celle des Bhoutanais, qui arrivent assez nombreux dans notre région. Tout le côté gauche, oui, je ne me trompe pas, tout le côté gauche, oui, c'est par là. Et je ne sais pas trop. Oui, du rouge et puis du bleu, c'est la communauté anglophone. Et puis de l'autre côté, le tout petit vert et puis le bleu, c'est la communauté francophone. Le jaune nous montre le financement. Donc on voit que toute la communauté anglophone est financée par le fédéral et le privé. Et tout ce qui concerne la communauté francophone est financé par le provincial et le municipal. Ça a un impact majeur sur les partenariats. Et en fait, si on voit de plus près les flèches, on voit que tous nos organismes de la communauté anglophone sont bien fléchés de manière réciproque entre eux, mais ce n'est pas du tout le cas par rapport à la communauté francophone. En fait, les organismes de la communauté anglophone sont pratiquement tous en lien avec le service d'aide aux Néo-Canadiens, qui est la porte d'entrée à l'immigration pour tous les immigrants, finalement, dans la majorité francophone, mais dans la région aussi. Et il n'y a pas d'autres types ou peu de types de partenariats réciproques par ailleurs. Oui, c'est bon. Donc, on va en arriver à une première modélisation comparative. Si on regarde les différences, on voit que les différences donc, entre le CLOSM d'Edmonton et celui de Sherbrooke se situent au niveau du partenariat. Si je vous montrais le schéma du partenariat, on est en train de le terminer à Edmonton, on verrait qu'il y a beaucoup plus de réciprocité et plus de partenariat intercommunauté. Donc ça, c'est important. Donc sur le plan d'institutionnalisation, il y a une institutionnalisation des organismes et des mécanismes d'immigration et d'accueil de l'immigration de le CLOSM d'Edmonton, ce qui n'est pas le cas dans le CLOSM de Sherbrooke. Même chose, il y a une professionnalisation à Edmonton, ce qui n'est pas le cas à Sherbrooke. Il y a une spécialisation. Et le type de réseautage intercommunautaire qu'on trouve aussi à Edmonton, pas à Sherbrooke. C'est lié bien sûr à la légitimité de l'immigration, à l'intégration des immigrants dans le processus, à la visibilité des immigrants, au financement, la pérennité qui n'est pas assurée à Edmonton non plus, mais qui est installée depuis un petit peu plus longtemps au niveau des projets qui visent l'immigration dans les CLOSM francophones. En commun, il y a des pratiques proactives, la personnalisation des pratiques, l'idée d'un multiculturalisme, interculturalisme, c'est-à-dire créer un climat interculturel au travers du multiculturalisme. Il y a l'idée vraiment du plurilinguisme comme une ressource, ça c'est extrêmement important dans les deux communautés, l'importance de l'accueil et de la convivialité, le travail sur les besoins personnalisés, donc ça c'est quelque chose d'important et qu'on retrouve dans les deux communautés aussi, puis l'idée donc du guichet unique comme porte d'entrée. Les enjeux communs, c'est ceux du financement, de la pérennité, de la reconnaissance et de l'identité. Et ça, on va le retrouver, mais qui se décline de façon différente, bien sûr, dans l'un ou l'autre des CLOSM. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce schéma-là. Ce que je veux juste vous en dire, c'est que le schéma en question, il reprend les grandes dimensions
C'est la modélisation finale à laquelle on va arriver. Donc il reprend nos grandes dimensions et puis il articule et on a des couleurs qui montrent les différences qu'il y a entre Edmonton et Sherbrooke et qui montrent aussi qu'il y a des points communs puis des choses à développer. Alors juste, je vais vous dire les grandes dimensions en question et puis à l'intérieur, on a donc des indicateurs ou des façons de décliner ces dimensions-là. La première en bas, c'est vraiment l'idée du guichet unique, du point d'entrée. La deuxième, c'est tout ce qui est du pairage, du jumelage, du mentorat, c'est quelque chose d'essentiel. La troisième, c'est le multilinguisme. La quatrième, c'est le partenariat à l'intérieur de la communauté. Quatrième, le partenariat entre les communautés anglophones et francophones. Le cinquième, ce climat interculturel. Et le sixième, les valeurs. Et on pourrait dire ce qui est autour vraiment qui va entraîner une vision culturelle et communautaire et qui va donc avoir une implication sur ce que les organismes mettent en pratique. Ce que je voulais peut-être juste vous dire, c'est que toutes ces dimensions-là sont interconnectées les unes aux autres. C'est vraiment une vision systémique. Par exemple, le mentoring, ça va jouer à tous les niveaux et on devrait le retrouver à tous les niveaux. Même chose pour le multilinguisme, etc. Donc, c'est l'idée de cette modélisation qui va nous permettre, après, je pense, non seulement des comparaisons, mais de tirer certaines dimensions essentielles qu'on va pouvoir aller valider dans d'autres milieux. Et je termine sur les enjeux éthiques pour conclure. Donc, en fait, les risques avec l'immigration dans les closes, mais justement parce qu'on est dans des petits nombres, parce qu'on est dans la vitalité ou la survie aussi des communautés de langue officielle en situation minoritaire, mais c'est qu'on a une vision très utilitariste, ou on peut avoir en tout cas une vision très utilitariste des immigrants pour maintenir la vitalité des closes. Mais bon, on entendait ce matin, c'est aussi pour maintenir la vitalité du Canada. Les classes. Donc la vision utilitariste est là partout. Il y a, c'est sûr, la question de la sélection des bons immigrants, ceux qui seraient acceptés par les classes, mais alors peut-être les blancs, peut-être ceux qui ont le plus de ressemblance, peut-être au niveau de la religion, peut-être ceux qui sont les plus discrets, les moins visibles, les plus intégrables et le rejet des autres. En fait, les closmes sont un reflet de la société majoritaire aussi, et donc on retrouve dans les closmes les mêmes processus qu'avec la société majoritaire, les questions d'identité, quelle est la place donnée aux immigrants dans leur parcours, leurs forces, leurs spécificités. Et puis une question importante, je trouve, à se poser parce qu'on parle de pont, et je trouve qu'on peut l'aborder sous deux angles. Est-ce que les closmes sont un pont pour les immigrants entre les groupes majoritaires et minoritaires, ou est-ce qu'on utilise les immigrants comme un pont entre les communautés majoritaires et minoritaires? Et à Sherbrooke, il me semble que c'est les immigrants qui servent de pont. Ce qui est pas inintéressant en soi, finalement c'est intéressant, mais peut-être que les communautés jouent pas suffisamment leur rôle à ce niveau-là. Et puis bien sûr toujours le risque de faire reposer la survie des closmes sur les seuls immigrants et de leur donner donc la responsabilité de la survie des closmes, alors qu'ils ne sont certainement pas les seuls responsables. Voilà.